Salut à tous, c'est Gladys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous présenter mon book haul du mois de mai. Oui, on est fin juin, tout va très bien, je vous présente mon book haul du mois de mai. Mais écoutez, comme ça, l'unboxing a eu lieu il y a quelques temps. Et en plus de ça, eh bien en plus de tout ce que j'ai pu recevoir, j'ai aussi acheté des livres, donc ça complète un petit peu ce book haul. Et voilà, je pense que ce sera plus intéressant pour vous que d'avoir les deux très rapprochés l'un de l'autre. Dans cette vidéo, je vais vous présenter du contemporain young adult, new adult et aussi de la fantasy jeunesse young adulte et aussi du fantastique young adulte. Donc comme toujours, ce sera dispatché par genre et je vais essayer d'être claire et précise à chaque fois lorsque ce sont des services de presse ou des achats personnels. Dans la première catégorie, le contemporain young adulte, j'ai reçu de la part de Pocket Jeunesse Royal Blood de Aimee Carter, donc publié chez Pocket Jeunesse, vous en doutez. Ici c'est l'histoire d'Evangeline Bright, la fille illégitime du roi d'Angleterre, dont l'existence est amenée à être découverte par l'ensemble de la population humaine. Ça fait la une des journaux dans tous les pays, enfin bref, à l'international et tout ça. Elle se retrouve à devoir emménager à Londres, à nouer des liens avec une famille qu'elle ne connaît pas, et en plus de ça, à devoir faire face à ce tapage médiatique, un enfer, clairement. Et donc Evangeline Bright va devoir se battre face à tout ça, et trouver en kit un allié peut-être pour pouvoir survivre finalement et affronter toutes ces épreuves qui l'attendent en fait dans tout ce tapage médiatique. Ça me tente énormément, j'ai trop hâte de le lire, je l'ai mis dans ma pile à lire de l'été que vous aurez dans la prochaine vidéo qui arrivera mardi si tout va bien. J'ai décidé de vous faire 3 vidéos par semaine, on va voir combien de temps j'arriverai à tenir le rythme, mais j'ai bien envie de rattraper un peu mon retard dans toutes mes idées de vidéos parce que sinon j'y arrive pas en fait. Avec 2 vidéos par semaine, j'ai pas suffisamment de temps de vous dire tout ce que j'ai à vous dire, tout simplement. Ensuite on passe à du new adulte, mais pas vraiment puisque je vous présente la BD True Colors de Lily Blabla et Morgane Moncomble, publiée chez Hugo BD, que j'ai reçu aussi en service de presse. C'est une BD que j'ai déjà lue et c'est pour ça que je vous dis pas vraiment new adulte parce qu'on est un peu entre deux. Moi je trouve honnêtement qu'elle rentrerait dans du young adulte, mais si la maison d'édition l'a classée en new adulte, c'est peut-être parce que la suite sera plus du new adulte. Donc pour l'instant on n'en sait rien. Je préfère garder new adulte comme la maison d'édition l'a dit. Bon, ça peut être lu un petit peu plus jeune quand même. Ici dans True Colors on va suivre Elliot, qui est un peintre mais qui a la particularité de ne pas reconnaître les visages. C'est une maladie qui le touche depuis quelques années, qu'au jour où il va rencontrer June, qui est galeriste et qui va venir lui proposer en fait d'exposer ses œuvres d'art dans sa galerie. Au passage, Elliot va tomber un peu sous le charme de June et se dire que ce serait vraiment chouette de pouvoir se souvenir de son visage, se souvenir d'elle, etc. Et donc il va essayer de se souvenir d'elle et pour ça ils vont se rapprocher. On a donc une romance entre ces deux personnages, mais ce n'est pas le centre de cette histoire, puisque Elliot est atteint d'une certaine maladie, donc s'il reconnaît pas les visages et tout ça, c'est dû à un accident à cause d'une compagnie de gaz, et donc il va essayer de se venger en fait, et surtout de faire en sorte de faire valoir ses droits et d'éviter que ça arrive de nouveau à d'autres personnes. Bref, c'est trop chouette d'avoir ce côté-là aussi dans l'histoire et j'ai adoré cette BD et je vous en parle un peu plus dans mon bilan lecture du mois de mai que vous allez pouvoir retrouver juste ici. Ensuite, j'ai reçu toujours de chez Hugo le tome 4 des Styx Riders, donc la vengeance de Méduse de Calypso Cadelin, et je ne sais pas ce que j'attends pour le lire. En fait non, honnêtement je sais très bien ce qui s'est passé. Vous allez le voir ici, je n'ai pas lu la moitié des livres que je vous présente, quand bien même j'ai pu vous dire j'ai trop hâte de les lire, j'ai trop hâte de lire, et c'est vrai, j'en ai lu que 2 et j'en ai 3 qui sont en cours de lecture, tout simplement parce que j'arrive pas à lire. En fait, avec les épreuves que j'ai passées et tout dernièrement, j'y arrivais pas. J'espère vraiment pouvoir retrouver mon rythme de lecture habituel cet été et j'espère pouvoir rattraper un peu mon retard dans toutes ces lectures parce que j'en ai marre en fait. J'en ai marre de commencer des livres, de les mettre en pause et de finir par les abandonner parce que je suis sortie de l'histoire et que j'arrive plus à y re-rentrer. Donc j'espère sincèrement lire prochainement ce livre-là, trouver le temps vraiment d'être plongée dedans et plongée dans l'univers. Ici, on va suivre la vengeance de Méduse, donc c'est Courtney qui, sous le masque de Méduse, se sent un petit peu anonymisée en fait et va se venger d'un homme qui s'en est pris à elle en l'abattant. Voilà, hein, elle lui a tiré dessus. C'est pas rien. Mais au lieu d'être libérée, au lieu de se sentir vraiment libre en fait de ses mouvements, de ses gestes, etc., elle se retrouve finalement dans une guerre de clans entre les X-Demons et les Styx Riders et elle va trouver refuge en fait justement auprès des Styx Riders qui vont un peu l'épauler et elle sera hébergée par Snack, ce qui va faire que ces deux personnages-là vont se rapprocher, etc. On s'en doute, il y a une romance ici et j'espère sincèrement qu'elle sera très belle, que l'on aura
une belle morale, de jolies valeurs qui seront mises en avant à travers cette histoire, comme ça a été le cas dans les 3 premiers tomes de cette saga, que je vous invite vivement à découvrir. Vraiment, c'est une pépite, une des révélations que j'ai pu avoir cette année en termes de new romance. Je m'attendais vraiment pas à aimer autant, surtout quand on voit la couverture qui clairement n'est pas des plus jolies, hein, voilà, mais vraiment c'est génial. Si vous souhaitez découvrir cette histoire ou en tout cas cette saga pour vous faire un peu une idée avant de vous lancer, puisque de toute façon tout est lié et même si on suit des couples différents dans chaque tome, il y a quand même voilà ce fil conducteur entre tous, eh bien je vous invite soit à écouter les livres audio des 3 premiers tomes sur Audible, soit à les lire en format e-book sur Nextory. Vous avez toujours mon lien en description, enfin mes liens du coup pour les 2 plateformes. Et il faut savoir aussi que la suite de cette saga est également prévue en livre audio, mais un petit peu plus tard, le temps que tout ça soit produit tout simplement. Ensuite, on passe sur une de mes lectures en cours. Il s'agit du tome 4 des Campus Drivers de C.S. Quill, publié également chez Hugo, que je remercie pour leur envoi. Ici, c'est une histoire dans laquelle on va suivre la suite des Styx Riders, donc ce groupe de potes qui a cette application mobile qui permet en fait d'être taxi pour les étudiants et les étudiantes. Et on va suivre Raphaël Torres à Miami. Mais en plus de ça, les Styx Riders ont décidé de se lier à Love Machine, une autre application de rencontre cette fois-ci, et de faire un peu un partenariat ensemble en mode la petite course qui vous amène à votre premier rendez-vous amoureux pour votre première rencontre, vous voyez le genre. Et Raphaël, lui, l'exaspère. En fait, tout ce qu'il veut, c'est conduire les gens, passer du temps sur la route dans sa super voiture, mais clairement l'amour il n'y croit pas, et encore moins l'amour en un coup d'œil pour un simple rendez-vous. Sauf que du coup pendant sa première course, il se retrouve à devoir conduire Juliette Monroe. Pour son premier rendez-vous, Juliette elle a un peu passé un pacte avec sa meilleure amie pour accepter ça, mais clairement elle le sent pas du tout parce qu'elle a eu un accident de voiture et elle s'en remet très mal, elle a vraiment peur de monter en voiture. Et ça ne manque pas, elle monte dans la voiture de Raphaël et ça se passe très mal, elle le sent pas du tout, elle se sent super mal et elle demande de descendre pour vomir. Et voilà comment ces 2 personnes se rencontrent. Après, ils vont se rapprocher progressivement pour essayer l'un comme l'autre de passer outre toute leur douleur du passé et leur peur en fait qui les paralyse au fur et à mesure de leur vie tout simplement. Puisque Raphaël lui est amputé de la jambe et donc c'est pareil, c'est aussi quelque chose avec lequel il doit apprendre à vivre. Ces 2 personnages ont aussi un énorme point commun, l'un adore le skate et l'autre adore le patin et du coup ils passent beaucoup de temps à faire du skate, du patin, etc. Et du coup ça les rapproche aussi. Bref, c'est trop chouette, on retrouve l'humour de C.S. Quill. Je vous en parle pas beaucoup plus parce que je l'ai pas fini de toute façon et c'est une vidéo book haul et non pas avis lecture après tout. Ensuite, je me suis acheté The Love Hypothesis de Eliezer Wood dans cette magnifique édition de chez Hauteville. Clairement, j'avais trop envie de l'acheter, ça fait un moment que j'ai repéré ce livre. Au départ, j'avais peur que les sciences et en particulier le doctorat ne soient pas bien représentés, mais avec tous les avis lecture que j'ai pu lire, je le sais maintenant, c'est quelque chose qui est très bien représenté ici et donc j'ai hâte de lire cette histoire. Ici, on va suivre Olive qui est étudiante en 3e année de doctorat de biologie et qui ne croit absolument pas en l'amour. Cependant, sa meilleure amie veut à tout prix la mettre avec d'autres mecs et tout ça, et du coup, pour qu'elle la laisse tranquille, Olive lui fait croire qu'elle est en couple, sauf que sa meilleure amie demande des preuves. Et là, Olive va tomber sur Adam et lui demander peut-être son faux rencard pour faire croire que c'est son petit copain, alors que pas du tout. Mais c'est pas si simple que ça, parce que déjà Adam, il est prof, et en plus de ça, c'est pas la personne la plus aimable. Du coup, toute cette relation et ce quiproquo va prendre des ampleurs clairement que Olive ne pouvait pas envisager. J'ai hâte de découvrir ça, ça a l'air trop chouette et je pense que c'est le genre de lecture plutôt idéal pour l'été, quelque chose de frais, de léger, de sympa, de divertissant. Bref, ça me tente terriblement. Et pour aller avec, j'ai acheté aussi Love on the Brain de Elie Hazelwood, également publié chez Hauteville, également dans une édition magnifique. Elles sont un peu miroirs l'une de l'autre finalement. Ici, on va suivre Bee qui déteste Levi au plus haut point et qui va devoir être forcée de travailler avec lui. Clairement, c'est très compliqué pour elle et pour eux deux, mais en même temps, ils ont cette chance de travailler sur un super projet de la NASA et ça ne se refuse pas et donc ils vont se retrouver à devoir travailler ensemble et plus si affinité. Je n'en sais pas beaucoup plus sur cette lecture mais ça me tentait beaucoup et puis vu tous les retours extrêmement positifs que l'on a sur les romans d'Elie Hazelwood et surtout The Love Hypothesis, je me suis dit que Love on the Brain c'était un petit peu le roman qui allait beaucoup me plaire aussi dans la même lignée que l'autre et puis j'ai trop craqué en fait, c'est un collector, je pouvais pas résister, j'étais pour en acheter un, je me suis dit allez vas-y, j'en prends le deuxième aussi. Ouais, je suis faible, que voulez-vous. Après en même temps j'avoue que le fait de recevoir plein de livres en service de presse, ça me permet aussi de pouvoir plus facilement consacrer mon budget livre à des livres collector que je vais aller m'acheter plutôt que si je devais acheter tous ces livres là, bien évidemment,
ça coule de sens. On passe maintenant à la catégorie imaginaire et on va commencer tout de suite avec de la fantasy jeunesse. Dans ce genre-là, je me suis acheté Mémoire de la forêt, le 2e tome, donc les carnets de Cornelius Renard, de Michael Brun-Arnaud, illustré par Sanoé et publié chez École des loisirs. Je suis trop contente de me l'être acheté lors de la dédicace de Michael Brun-Arnaud et Sanoé quand ils sont venus à Brest. Vraiment merci à eux d'avoir fait la route jusqu'à Brest si jamais ils passent par là. Et vraiment une pépite. Alors c'est toujours ma lecture en cours. Ça fait un petit moment que je l'ai pas ouvert pourtant, mais il est génial, il est vraiment merveilleux. Je vais pas me répéter encore et encore, mais pas le temps de lire et puis pas la tête à ça et tout ça, donc voilà, je n'y arrive pas. Mais je vais le reprendre et c'est obligé parce que je l'aime trop et je suis sûre que ça va être au moins une excellente lecture si ce n'est encore un coup de cœur comme ça l'a été pour le 1er tome. Vraiment c'est une merveille. Ici on va suivre Archibald Renard qui travaille à Belle Écorce et qui tient une librairie là-bas. C'est une librairie un petit peu spéciale où chacun peut y déposer un livre en un seul exemplaire et ensuite il est vendu et tout ça, mais les livres n'existent qu'en un seul exemplaire. Et c'est ce qui fait la particularité de cette librairie puisque tous les habitants de Belle Écorce peuvent y déposer leurs livres. Sauf qu'un jour, Célestin Loup débarque à Belle Écorce et va dire à Archibald: non mais ta librairie, c'est pas la tienne, c'est la mienne. Elle appartient à ma famille depuis des années. Elle n'est pas à toi, c'est pas ton père ni ton grand-père qui te l'ont cédée. Elle est à moi et à ma famille. Donc je te mets à la porte et je prends ta librairie. C'est assez violent et Archibald ne va pas se laisser faire parce qu'en fait c'est sa librairie, c'est toute sa vie. Il a toujours travaillé là, il a toujours vu son père et même son grand-père y travailler et tout ça. Donc lui, il a juste qu'une envie, prouver que c'est sa librairie à lui en fait et qu'elle appartient à sa famille, que c'est son héritage. Il va donc partir à la recherche des carnets de Cornelius Renard, son grand-père, pour essayer de comprendre ce qui s'est passé et pourquoi il y a un quiproquo sur la famille qui détient finalement cette librairie. Est-ce que ce sont les loups? Est-ce que ce sont les renards? Et c'est super intéressant. On a, vous allez le voir je pense, une alternance entre des pages jaunes et des pages blanches parce que les pages jaunes comme ceci, ce sont les carnets que Archibald va trouver au fur et à mesure de son périple et les pages blanches, bah, c'est son périple, c'est son histoire et tout ça. Et donc on a une alternance entre son périple et des moments qui nous apportent vraiment des clés sur ce qu'il s'est réellement passé et qui donnent des indices. Donc c'est un peu 2 histoires en une et ça c'est trop chouette. Pareil, je vous en parle un petit peu plus dans mon bilan lecture du mois prochain, donc qui arrivera très bientôt, hein, début juillet. Je vais essayer de le finir d'ici début juillet. On y croit, j'ai une semaine pour le finir. Je pense que je peux y arriver, sachant qu'il me reste 120 pages à lire, mais à lire en format pour enfants, donc vraiment très large, espacé, écrit gros. Je dois pouvoir y arriver, il n'y a pas de raison. On passe maintenant à du fantastique young adulte et dans ce genre-là, je me suis acheté La Cour des Ouragans, le tome 3 de Vampiria, donc de Victor Dixon, publié dans la collection R. Et honnêtement, je l'ai entièrement écouté en livre audio sur Nextory, mais ça a été un tel coup de cœur que je ne pouvais pas m'acheter le tome 3 pour ma collection. Et vraiment, une pépite, j'en reviens pas, j'ai trop aimé. Donc on continue à suivre les aventures de Jeanne de Froidelac qui vit à cette époque où le roi soleil est devenu immortel et règne sur la Magna Forpiria. Jeanne, elle, est une roturière qui va travailler pour la Fronde, donc cette organisation secrète qui est à l'encontre justement du pouvoir en place, et elle se fait donc passer pour Diane de Gastefriche, une femme de plus haut rang, pour essayer progressivement d'incorporer ou d'intégrer la cour du roi soleil. Et là il lui arrive un milliard de choses. Je vous en dis pas plus parce que vous avez tout ça à découvrir dans le 1er, le 2e tome et aussi dans ce 3e tome. Mais ici c'était génial, mais c'est pas le but. Je suis pas là pour vous parler encore de ce livre et vous donner mon avis. Vous l'avez dans mon bilan lecture du mois de mai. Vraiment une pépite à lire et à relire, je pense, dans quelques années. Je suis trop contente de l'avoir acheté parce que c'est un livre qui apporte beaucoup. On a des petits passages comme ceci qui du coup ne sont pas expliqués en fait dans le livre audio, ou encore ce genre de choses avec le tarot du coup qui font penser au tarot interdit. Donc voilà, on a vraiment un lien avec ces petits objets que l'on peut acheter en plus dans l'univers de Vampiria. Et enfin les partitions de musique, puisque la musique a une importance capitale dans cette histoire. Et ça par contre, ça c'est super bien retranscrit dans le livre audio puisqu'on a tout un jeu de bruitage et de musique qui nous mettent dans l'ambiance, et la musique est très importante dans le livre audio aussi. Et franchement, je pense que c'est aussi une des choses qui a fait que ça a été un coup de cœur, mais encore une fois, je vous en parle plus dans mon bilan lecture sur ce livre-là. On continue avec 2 réceptions en fantasy young adulte. Tout d'abord, j'ai reçu l'édition Grimoire de Mysteries of Throne Manor de Margaret Rogerson, publiée chez Big Bang. C'est une nouvelle dans la suite de l'univers de Sorcery of Thorn, donc un one-shot qui a été un coup de cœur, vraiment j'avais adoré. Et ici on va suivre en fait des petites aventures de Margaret, Silas et Nathaniel au cours de période de Noël, je crois.
non pas Noël forcément, mais en plein hiver, et donc quelque chose d'un peu mystérieux et une petite enquête qu'ils vont devoir faire au sein du manoir Thorn. Et j'ai trop hâte de le lire, et je vous l'avais dit déjà lorsque j'ai fait l'unboxing de ce livre que j'allais essayer de le lire très rapidement pour savoir si ça valait le coup pour vous, parce que c'est un livre très court et qui coûte quand même 20 €. Mais honnêtement, bah j'ai pas encore eu le temps de le lire et j'en suis un peu désolée, franchement. Je sais que je vous dois rien, mais en même temps, je sais très bien que si j'ai la possibilité de recevoir ces livres-là, c'est aussi parce que vous êtes là et c'est grâce à vous, donc c'est un peu le minimum en fait d'essayer de les lire à temps, mais juste là c'était pas possible, j'ai pas réussi et je m'en veux un petit peu parce que j'aurais trop aimé réussir à le lire à temps pour pouvoir vous en parler et vous dire rapidement s'il vaut le coup ou pas, sachant qu'il n'existe pas en brochet, donc il n'existe pas en dehors de cette édition grimoire. Maintenant je pense que si vous n'êtes pas prêt à l'acheter dans ce format là, peut-être que le lire en e-book ça pourrait être l'occasion à moindre frais, puisque bah forcément un e-book ça coûte moins cher qu'un livre papier, même si forcément c'est dépenser de l'argent dans quelque chose d'immatériel et ouais ça fait toujours un peu mal et c'est quand même mieux d'avoir un objet de collection chez soi, mais ça c'est un autre débat bien évidemment. Et on termine ce book haul par une réception de All of Us Villains, donc le premier tome du tournoi d'Ylvanas de Amanda Foody et C.L. Herman, publié aux éditions Milan. C'est aussi une de mes lectures en cours et j'avouerai ne pas avoir avancé de tout le mois et j'en suis trop déçue parce que là au moment où je filme cette vidéo là, on est le 23 juin et clairement la chasse au livre a eu lieu le 3 juin sur ce livre là. J'ai avancé jusqu'à la chasse au livre et j'ai pas continué ensuite, donc ça fait 20 jours que je ne l'ai pas ouvert alors que pourtant le début était génial et me hypait trop et j'avais trop envie de savoir la suite et j'ai toujours envie de savoir la suite, mais encore une fois pas le temps. Ici l'histoire elle parle de cette famille en fait magique qu'il y a à Inverness qui se battent en fait régulièrement à chaque fois que la lune de sang se lève pour détenir la haute magie, et donc c'est un combat à mort finalement entre ces 7 familles là pour savoir laquelle va pouvoir régner sur Inverness, laquelle aura le plus grand pouvoir, et on va ainsi suivre 4 héritiers des 7 familles qui vont se battre en fait dans un tournoi pour chercher à détenir la haute magie. Et ce que j'aime trop ici c'est le système de magie qui est trop intéressant, et en plus de ça les personnages qui sont pleins de nuances et qui donnent envie d'en savoir un peu plus sur l'un, sur l'autre et tout. Ils sont clairement ni tout blanc ni tout noir mais vraiment très nuancés, c'est trop agréable d'avoir des personnages comme ça, surtout dans un roman young adulte. Je trouve que c'est assez rare et ça se fait de plus en plus, donc ça c'est trop chouette. Voilà donc pour mes réceptions du mois de mai, j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez acheté ou reçu certains de ces titres aussi et si vous les avez lus, ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas non plus à soutenir cette chaîne en mettant un petit emoji pile de livres si jamais vous ne savez pas quoi commenter. Et sur ce, en attendant la prochaine vidéo, je vous fais de très gros bisous, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt. Ciao!